Être et savoir. Espace. C'est l'émission Être et savoir tous les mercredis et jeudis quand il est 15h sur la radio Espace, une émission que vous pourrez revoir sur Espace TV durant le week-end. Toujours avec la même équipe, Monsieur Vali Konaté, bonsoir. Monsieur Morali, bonsoir. Merci d'être venu malgré le Ramadan. Ça c'est ça, hein, c'est votre corps. Vous avez rien, ça va, monsieur? On aura le temps de se répondre après. Monsieur Alpha, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? L'imam, oui. Vous avez donné cours aujourd'hui. Hein? Oui, mais je viens de la classe comme ça. Hein. Écoutez, chacun l'imam à son temps. Monsieur Cheikh, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être venu, l'homme sérieux, l'ami des privés. Madame, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Madame Hadjaka Diatou. C'est bien, Madame Hadjaka Diatou, bonsoir. Tu as intérêt à ne pas dire le mot. Ça fait longtemps quand même, hein? Merci, mais en tout cas, vous êtes revenu. C'est très bien. Alors, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, principalement on va parler d'abord de ce chiffre qui semble hallucinant. C'est incroyable qu'on ait rejeté plus de 100 000 candidatures, M. Vali. Pour ne pas dire abracadabrant. Oui. 171 943, effectivement, c'est le nombre record de candidats recalés au compte des examens nationaux 2021. Oui. Ce nombre hallucinant de candidatures rejetées suscite un certain malaise dans le secteur de l'éducation. Ce qui nous amène à nous poser la question de savoir réellement, désir véritable de moraliser les examens nationaux ou erreur d'analyse des dossiers de candidature. Nous allons analyser ce sujet. Nous, dans ce studio, voir ce qu'en est-il réellement. Mais plus de 100 000 candidatures, c'est quand même énorme. Mais bon, c'est vous les enseignants, on va essayer de comprendre. M. Cheikh me disait la semaine dernière que je n'étais pas du corps enseignant, c'est pourquoi je ne comprends pas certaines choses. Mais aujourd'hui, peut-être je pourrais comprendre. Sinon, le président de la République récemment a parlé des États généraux. Il n'en fallait pas plus pour qu'on en fasse une préoccupation générale au niveau du ministère. Effectivement, dans toutes les chaumières, dans tous les bars cafés de Conakry aujourd'hui, on ne parle que d'État généraux de l'éducation, même si on ne sait pas trop ce que c'est que les États généraux. Donc effectivement, récemment, le chef de l'État a annoncé les États généraux de plusieurs secteurs, dont celui de l'éducation. On se pose la question, bien sûr, volonté politique affichée ou faire valoir politique. Que faut-il s'attendre de ces États généraux, puisqu'il en a eu déjà plusieurs en Guinée, sans résultat, et cette fois-ci, sera-t-elle la bonne? Voilà, parce que c'est Bano qui est ministre. On ne sait jamais, peut-être. Nous, ce qu'on va faire, c'est d'analyser tous ces sujets dans cette émission. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, une courte transition, et après, on se retrouve dans cette émission. Et ben voilà, c'est ça. Être et savoir. Espace. Sur la radio Espace, l'émission c'est Être et savoir. Premier sujet, M. Alpha, plus de 100 000 candidatures rejetées. Vous en avez entendu parler cette semaine? Oui. On a suivi... rejeté des candidatures. Oui. On a appris à travers les médias nationaux. Oui. Et le ministre, avec le porte-parole du gouvernement, il y a eu un compte rendu du comment on appelle du Conseil des ministres. Oui. Donc après le Conseil des ministres, les chiffres sont tombés par rapport au nombre de candidats dont les listes ont été remontées au niveau du service des examens. Oui. Donc après toute vérification, on se retrouve avec 171 943 candidats rejetés pour le moment sur la liste des candidats. 171 000. 11 940. Sur moins de 500 000 candidats. Il faut parler, ce sont les trois examens. 617 705 candidats dont les listes ont été remontées. Donc environ un pourcentage qui dépasse les 20%. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que récemment, on était en train de parler de 20 000 candidatures. 20 000 candidatures, oui. Comment on a quitté de 20 000 qu'on pensait énorme à 171 000? Mais quand même, c'est incroyable. Les raisons sont vraiment situées. Oui. Il faut comprendre que c'est quelque chose que les écoles ont connu depuis des temps. Mais cette année, je pense que le ministre... C'est normal. Bon, je trouve que quelque part que c'est normal, mais sauf qu'on ne doit pas tout le temps s'atteler aux examens nationaux. Il y a autre chose sur lesquelles on peut aussi s'atteler à part les examens. Parce que tous les ministres qui viennent au compte du MENA s'attellent beaucoup sur les examens nationaux. Le problème, et alors qu'il y a d'autres problèmes qui sont là auxquels on peut s'atteler. Le problème, c'est qu'au niveau de l'organisation des examens, M. Cheikh, c'est un bordel permanent, si on peut dire ça comme ça. Non, à tout moment, c'est la même chose. On se fait des va-et-vient au niveau de l'organisation des examens. Il faut moraliser cet exercice à un moment donné.
Oui, Mohamed Ali, ce que moi je dirais, c'est que une source, si on veut arrêter une source, on bloque. Si on veut arrêter un fleuve, on bloque la source. Oui. Ouais. Donc le problème se situe où? Il y a des enfants qu'on laisse passer en 11e. De la 11e, ils vont en 12e. Après, ils aspirent à faire le bac alors qu'ils n'ont pas eu le brevet. Il y en a qui n'ont pas du tout eu le brevet. Ils sont là sans dossier. Ils viennent, ils trompent les directeurs et censeurs et autres. Il y a d'autres, ils sont avec des diplômes du brevet, des faux diplômes du brevet. D'accord. Donc, si on ajoute, par exemple, si on ajoute aux 20 000 et autres là, les élèves qui ont voulu faire la candidature libre. Et qu'on a rejeté, je vous rappelle qu'au moment où on parlait des 20 000, ce n'était pas fini. Maintenant que c'est fini, nous sommes dans les 100 000 et quelques. Mais c'est catastrophique. Si 100 000 candidats ne peuvent pas faire le bac, non, c'est plus de 100 000. 111 943, oui. Ne peuvent pas faire le bac, ne peuvent pas faire l'examen. Et c'est surtout au niveau du bac et du brevet que ça coince. Effectivement. Parce qu'à l'examen, on n'a pas besoin de préalable pour faire l'examen. Donc, si c'est ça, alors là, par rapport au service d'examen, ça ne va pas. Peut-être qu'on devrait appeler le... Mais moi, je pense que... Je crois qu'il y a un problème qui est là, c'est que le service examen lui-même est à la base de ce grand problème-là. Parce qu'on ne peut pas dire que ces candidats quand même sont venus d'eux-mêmes. Ça va de l'école à la DCE jusqu'au ministère. Parce que pour un élève qui n'a pas eu la chance d'avoir le brevet, moi je ne peux pas comprendre qu'on permette non seulement à cet élève de partir en 11e année, mais aussi de partir en 12e année et de présenter ce même élève en session par exemple rapprochée pour lui demander de faire le bac étant donné qu'il n'a même pas son diplôme du BEPC. Mais ça, ce sont les responsables d'école. Voilà. C'est pas le service d'examen n'est pas lié à ça. Parlons des diplômes falsifiés. Le service d'examen reçoit les listes. Ces diplômes falsifiés, ils viennent d'où? Ils viennent des écoles. Ils viennent des écoles. Non, mais c'est pas forcément les écoles. C'est les écoles. Ce sont les écoles qui les présentent. C'est un problème qui vient non seulement de l'école, de la DCE jusqu'au ministère. Oui, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que lorsqu'on a un faux diplôme, je vais vous donner la parole tout à l'heure, là, M. Valli. Lorsqu'on a un diplôme, un vrai diplôme, c'est le service examen quand même qui délivre les diplômes, je pense. Mais lorsque c'est un faux diplôme, ça veut dire que c'est falsifié, ça peut venir de n'importe où. Maintenant, c'est lui qui présente un faux diplôme est le premier responsable. Et l'élève à lui seul ne peut pas aller se présenter avec un faux diplôme devant le service examen. Sans la complicité des parents d'élèves et les responsables des parents d'élèves, d'abord, ce sont les responsables d'école qui savent comment ça fonctionne. C'est eux qui prennent de l'argent. Récemment, j'étais en train de voir un reportage sur Espace TV. À Mamou, l'inspecteur, lui, il a quand même tapé sur la table parce qu'il a même indexé des écoles privées. Et l'école publique de Cabral, à Mamou, oui, justement, où il les a interpellés, il leur a dit que ce n'est pas du tout normal ce qu'il est en train de faire. Il a donné des injonctions. C'est quand même salutaire par rapport à ça, par exemple. Mais je veux dire aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas mettre la pression sur justement les responsables des différentes écoles? Oui, les écoles ont leur rôle à jouer évidemment, mais les écoles ne peuvent pas jouer tout le rôle. Parce que l'authentification d'un diplôme est beaucoup plus facile quand c'est le service examen qui le fait. Bien sûr. Donc je pense que les écoles peuvent identifier certains diplômes falsifiés, mais certains autres diplômes falsifiés ne peuvent être détectés que par les services examen. Il faut reconnaître une chose, les torts sont partagés. Les parents ont tort. Oui. Les écoles qui, en âme et conscience, savent que les enfants ne sont pas admis en classe supérieure, acceptent que ces enfants soient installés dans ces classes supérieures et présentés à des examens nationaux, ces parents d'élèves là aussi et ces écoles là aussi ont tort. Mais plus grave, lorsque le département en charge de l'éducation accepte, après vérification, constate qu'il y a des anomalies multiples sur le dossier de candidature et que le service examen accepte de présenter ce candidat, je pense que le tort devient encore plus grand. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de partager les responsabilités. Non, c'est ce qu'on dit tout le temps quand il s'agit de l'école. Oui, vous allez vous exprimer, mais vous allez me laisser placer ceci. C'est toujours facile quand il s'agit de l'école de dire non, tout le monde a tort. Ce sont les parents d'élèves, ce sont les enseignants, ce sont les élèves. À un moment donné, la plus grande responsabilité revient quand même à une des entités.
les écoles sont censées présenter des candidats. Et ces écoles-là qui acceptent des faux diplômes, qui présentent des faux candidats, sont les premiers responsables de cette situation. On ne peut pas mettre un parent d'élève dedans. Le correcteur va toujours tenter de corrompre. Mais il faudrait que le système soit faible et présente des failles pour qu'un parent d'élève ou un élève ose même vouloir se présenter comme vous avez posé une question et très étrangement, vous y avez répondu. Vous avez dit il faut que le système soit faible pour que les écoles entrent dans les failles. Maintenant, pour qu'il y ait un système fort, ce sont les responsables du système qui doivent s'y mettre. Dans cette chaîne de responsabilité dont je parlais, l'entité qui doit porter la plus grande charge en termes de culpabilité ou de responsabilité dans la faille du système, c'est le département de l'éducation. Ça, c'est mon premier élément. Mon deuxième élément, si vous avez écouté les déclarations du ministre Bano lui-même, il a dit que le MENA ne dispose pas de base de données suffisantes, fiables, pour pouvoir faire les travaux de vérification correctement. Ce qui sous-entend, M. Alpha, je continue. Ce qui sous-entend que... C'est une honte, hein? Non, mais il a dit. Non, mais écoutez, non, attends, c'est pas parce qu'il a dit qu'il avait mérite pour ça. Je ne parle pas de mérite, mais je dis qu'il a dit. Je viens, monsieur Mohamed Ali. Il ne faut pas seulement jeter la pierre donc à ces candidats. Moi, déjà, m'ont approché pour me dire, mais attendez, ils ont rejeté massivement les dossiers. Mais je trouve que certains dossiers ont été injustement rejetés, ou bien c'est des histoires de filiation, ou d'autres anomalies qui ont fait qu'ils ont rejeté les dossiers. Raison pour laquelle moi je demande donc, pour terminer, que chaque rejet soit clairement motivé et que les corrections y soient apportées. Oui, mais c'est ce qui est en train de se faire. Non, attendez, c'est ce qui est en train de se faire. Parce que à la dernière information, hier, on était en réunion avec monsieur le directeur communal. On a demandé à toutes les écoles de venir prendre les listes où il y a eu rejet. Et sur les listes de rejet, il y a des éléments qui sont indiqués. Soit l'élève a été rejeté parce que les informations du BPC ne sont pas correctes, ou bien l'enfant est en session rapprochée. Mais ce qu'il faut relever, c'est-à-dire quand Vali dit que le ministère ne dispose pas des moyens adéquats pour... Le ministre Moi, je te parle de quelque chose... Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que dans la mesure où ça fait plusieurs années, le système des examens est en partie digitalisé. Et je te dis quelque chose. Depuis 2011, quand Dr Ibrahima Kourouma est venu, on a commencé le travail. En 2014, il y a eu des réformes autour de ces listes de candidats. Il y a eu beaucoup de situations qui sont présentées. Mais ce qu'il faut reconnaître, en premier lieu, c'est qu'il faut qu'on se dise un peu la vérité. Les parents d'élèves et les responsables d'école, pour un premier temps, sont les premiers responsables de cette situation. Et mieux que ça, parce attendez, j'aime bien, tu peux me laisser... Est-ce qu'on peut se suivre? Ce sont les parents d'élèves, suis-moi, on peut suivre. Je te parle, je sais ce que je suis en train de te dire. Non, je sais ce que tu es en train de dire. Généralement, est-ce qu'on peut se suivre? On peut se suivre. Je vous suis. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Généralement, ce qui se passe, c'est que vous, les directeurs d'école, vous négociez avec des élèves qui ont envie de faire la... On ne négocie pas. Peut-être qu'il y a quelques responsables d'école négocient avec les élèves. Je suis d'accord. C'est vous qui négociez avec les élèves. Et les mêmes responsables d'école, c'est vous qui présentez leur candidature. Le point avec la DCE. Est-ce qu'on peut s'écouter un peu? L'information que je vais vous donner, cette information, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont installées dans les quartiers, dans les cyber, qui arrangent beaucoup de faux de diplômes pour les enfants. D'accord. Et donc, quand ils viennent dans les établissements, l'enfant est inscrit au niveau du service de la scolarité. Le service de la scolarité, rare parmi les services de la scolarité en Guinée qui ont des moyens adéquats pour vérifier le diplôme des enfants, qui passent pour les classes de 7e année et pour les classes de 11e année. Et qu'est-ce qui se passe? Vous, en tant que premier responsable de l'école, vous avez réellement une application dans laquelle se trouvent les admis de la session. C'est très facile. Même si vous êtes admis à Yomou, vous avez la possibilité de vérifier pratiquement les renseignements de l'enfant, même s'il y a l'homonymie. Parce que ce qui se passait dans les temps, on fait l'homonymie. Un Alpha qui était admis à Conakry, un Alpha qui avait fait le bac à Frana, donc on prend l'homonymie. Mais maintenant, le contrôle qui se passe aujourd'hui, c'est que s'il y a l'homonymie, on vérifie les dates de naissance. Et après les dates de naissance, on vérifie la filiation et on vérifie la session. Mais c'est pas facile de trouver
comment deux candidats. On est en train de la même chose. Mais donc c'est pour te dire que la chaîne, il ne faut pas impliquer les parents d'élèves. Non, c'est pas un parent d'élève. Pourquoi moi j'implique les parents d'élèves? C'est pas un parent d'élève. Généralement, c'est les parents d'élèves qui viennent dans les établissements. Ils viennent avec ces faux diplômes arrangés par les gens dans les cyber. On vient, on dépose au service de la Monsieur des écoles. Deuxièmement, vous êtes en train de dédouaner ces parents d'élèves quand vous dites que les écoles normalement ont les bases de données suffisantes pour vérifier ces diplômes. Le problème, c'est que ça ne devrait même pas être un problème des parents d'élèves. Moi, je vous dis, sortez les parents d'élèves dedans. Il y a des élèves qui négocient avec les responsables. Je suis d'accord. Non, c'était responsable. Non, c'était responsable. Si tu dis avec les responsables, je ne suis pas d'accord. C'était responsable d'école. Je ne dis pas tout le monde non plus. Tout le monde n'est pas blanc non plus. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a même, moi je connais, il y a des personnes qui ont je sais pas si une sorte d'entreprise de fraude massive aux différents examens. Vous venez, vous les payez, ils s'arrangent pour aller faire des examens à votre place. Ils s'arrangent pour faire ça date pas d'aujourd'hui. Je vous dis déjà qu'ils sont mais qu'est-ce qui fait ça? Parce que ces personnes-là profitent des failles du système, justement. Et les failles du système, c'est justement ceux qui sont à l'intérieur du système. C'est parce qu'il y a un manque de volonté. Il y a un manque de volonté. Il y a un manque de volonté. S'il y a un manque de volonté, c'est ce qui arrive souvent. Vous ne pouvez pas manquer, vous ne pouvez pas avoir la volonté si justement la situation vous arrange, monsieur Alpha. Ah mais c'est mieux. Voilà. Bon, moi je pense que vous laissez de côté la responsabilité de la DCE. Parce que en réalité, c'est là-bas. C'est là-bas que tout se négocie. Les directeurs d'école et autres peuvent être trompés par les parents d'élèves. D'accord. Moi, je n'incriminerai pas trop les parents d'élèves. Mais quand la DCE n'arrive pas à filtrer la direction communale, parce qu'il y a un centre informatique, il y a des informaticiens qui sont là, qui doivent vérifier de l'authenticité des diplômes. Si la DCE n'arrive pas à filtrer correctement et que la DCE remonte les informations erronées c'est justement au niveau de cette la responsabilité du ménage, c'est de bloquer les dossiers qui ne passent pas. Et moi, je pense que le ministre, il y va doucement. Sinon, moi, j'allais appeler les DCE, j'allais les sermonner. Il ne faut pas que des dossiers entachés remontent jusqu'au ménage. Mais c'est pas la responsabilité des DCE. C'est au niveau de la DCE. Cette année, je vous donne une information. Cette année, toutes les candidatures, je vous dis bien, notamment au niveau du brevet et au niveau du baccalauréat, toutes les candidatures sont sanctionnées par le dépôt de l'attestation d'admission à ces différents examens. C'est là le problème. Donc c'est pour vous dire que la DCE, c'est-à-dire à la DCE, il y a un contrôle strict qui est là. Oui, mais attends, je te dis, la chaîne, quand vous venez à la DCE, vous présentez vos candidats. Cette année principalement, ce que nous avons vu avec la DCE. Matoto principalement, et je pense que c'est comme ça dans toutes les directions. C'est comme ça doit être dans toutes les directions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous venez, vous déposez la liste des candidats. Si vous avez 100 candidats au baccalauréat, tout offre confondu, vous déposez les 100 attestations d'admission au brevet. Et quand vous les déposez, on vérifie cas par cas. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça, c'est le premier temps. Deuxièmement, quand on finit, on vous rappelle pour vous dire que vraiment, vous avez une situation, ici, cette situation n'est pas normale. On vous demande de faire la correction. Vous remontez la correction. Quand vous remontez la correction, c'est pour que vous puissiez donner une, comment on appelle, disons, comment le mot me manque, c'est-à-dire donner la vérification réellement des informations que vous avez envoyées. Ça quitte là, ça vient au niveau du service des examens. Au niveau du service des examens, il y a l'inspection générale qui fait son contrôle. Donc c'est une chaîne. C'est en cela qu'on ne peut pas complètement condamner la DCE dans ce travail. C'est une chaîne. Et la chaîne là, c'est-à-dire le dernier contrôle se fait au niveau de l'inspection générale de l'éducation. C'est-à-dire quand il y a des anomalies au niveau de la DCE, dans les écoles, la DCE corrige. Les anomalies peuvent être au niveau de la DCE. Au niveau du service des examens, on corrige. À l'inspection générale, c'est la dernière correction. Tout élément qui ressort de cette situation, qui n'est pas dans les conditions normales, on rejette carrément sa candidature. Et cette année, je vous assure, c'est-à-dire, je sais qu'il y a des petites erreurs, comme vous l'avez dit, c'est des erreurs liées par rapport aux filiations, mais qu'est-ce qui se passe avec ça aussi? Généralement, c'est des candidats. Par exemple, quand vous prenez un candidat X qui doit faire le bac cette année, il a fait le BEPC si avec... Aujourd'hui, les examens se font autrement.
la préparation des examens est en train de se faire autrement. C'est ce qui explique ce rejet massif des candidatures. Voilà, monsieur. Et puis d'ailleurs, c'est une tradition d'ailleurs qu'il y a des anomalies aux examens nationaux. Mais je vais vous dire une chose. Le grand drame, c'est que très souvent, je me demande si monsieur Bano aura les mains totalement libres. C'est tout ça. Je peux parler les mains totalement libres. C'est presque ce que vous dites tout le temps. S'il n'a pas les mains totalement libres, il a les pieds totalement libres pour partir. Monsieur Mohamed Ali, l'année dernière, des candidatures avaient été également rejetées. Mais Dieu seul sait les tractations qui ont été menées souterrainement. J'allais en venir souterrainement pour desserrer les taux autour du problème. Cette année, on est passé au début, il y a quelques semaines, on parlait de 20 000. Aujourd'hui, nous sommes à 111 943. Ce qui fait 27,85% du nombre de candidatures remontées aux administrations centrales. Finalement, c'est une bonne chose, on a envie de dire finalement. Ça veut dire quelque part qu'il y a une certaine rigueur. Il y a une certaine rigueur qui est en train de s'installer. Pour le moment, Moi, je voudrais dire une chose en fait. Ces candidatures-là, elles ont été rejetées. Mais est-ce que ces candidats-là ne vont pas encore se retrouver dans les salles de classe? Parce qu'on l'a vu quand même en Guinée. Les négociations. Non, les négociations. Il n'y a pas de négociation si vous apportez des preuves. Je vais rebondir un peu sur ce que M. Alpha a dit. Ça se négocie toujours, M. Alpha. Ça se négocie toujours. Et ça se négocie à votre niveau. À la DCE, par exemple, on décèle les cas qui ont des problèmes. Mais ce sont les gens même qui sont à la DCE, des fois, avec une chaîne de trucs, je ne sais pas, de mafia, qui demandent aux responsables des établissements donner telle somme. L'année dernière, par exemple, c'était à 1 million, 1,5 million. Tu donnes 1,5 million. Oui, la candidature, tu donnes 1,5 million, ton dossier qu'il soit clean ou pas, tu passes. Et maintenant, Madame le drame, plus c'est dur, plus ça devient cher. Oui, on va dire après que c'est pas la DCE, c'est pas les parents, mais moi je dis que la responsabilité, elle est de partout. Parce que lorsque tu sais que pertinemment ton fils il n'a pas eu le BEPC, on te demande par exemple 1,5 million. Sauf qu'il y a des parents qui ne le savent pas. Oui, non, ils le savent. On te demande 1,5 million. On te demande 1,5 million pour payer afin qu'on puisse normaliser la candidature de ton fils. Toi, tu acceptes de payer ces 1,5 million là. Toi-même, tu as participé à la production. Qui a demandé? Oui, qui demande 1,5 million. Mais c'est les responsables d'établissement avec la complicité à la DCE. Le problème est en voie de résolution. Ce ne sont pas les parents d'élèves. Le problème est en voie de résolution. Monsieur Mohamed Ali, le problème est en voie de résolution. Il vérifie. C'est en voie de résolution. Si vous êtes sûr de ça, vous êtes sûr de ça, monsieur Bali? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Pourra prendre des millions. Oui, mais est-ce que vous êtes sûr de ça? Va encore rejeter les dossiers. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Ce que je voulais dire, tout de suite là, peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Je ne suis pas en train d'incriminer les DCE. Je me dis que le travail. Pourtant, il faut les incriminer. Je me dis que le travail. La mafia au niveau des DCE. Je me dis que le travail devait se faire à chaque niveau. Et justement. Premièrement, il est facile d'échapper aux directeurs des écoles avec des faux dossiers parce qu'ils ne sont pas spécialistes. Mais la DCE, il faut qu'il y ait une rigueur. C'est pourquoi il faut les incriminer. Voilà, c'est ce que je dis. Madame vient de le dire tout à l'heure. C'est le premier pilier. Moi, je suis un parent d'élève. Je vous pose la question. Je suis un parent d'élève. Je veux que mon enfant fasse une la session 11e année. Non, la 11e année, il s'assoit en 11e année. Il s'assoit en 11e année. Il n'a pas eu le BEPC. Je vais négocier avec qui, M. Alpha, vous qui êtes directeur d'école? Mais généralement, c'est avec les responsables d'école. Quelques responsables d'école. Qui demande de l'argent, M. Cheikh? Ce sont les responsables d'école. Donc, qui est le premier corrompu et corrupteur si ce ne sont pas les responsables d'école? Mais c'est eux qui entretiennent cette mafia-là. Je suis en train de vous le dire. Je suis d'accord. Quand nous partons de là, il faut dire que c'est là où il faut serrer. C'est ce que je dis. Je dis les responsabilités sont partagées. La DCE, normalement, c'est au niveau de la DCE qu'on doit commencer à filtrer. D'accord. Dès qu'on filtre, à partir de là-bas, ça passe. Mais comment est-ce qu'un dossier qui est entaché d'irrégularité peut aller jusqu'au MENA? Parce que tout simplement, il y a une complicité entre celui qui prend le dossier à l'école, l'amène à la DCE, c'est lui qui l'enlève à la DCE, l'amène au MENA. Dans le million qu'il doit payer, chacun a le brevet. Chacun a un pourcentage dedans. Oui. Imaginez rien qu'au baccalauréat simplement. Chaque année, on présente près de 100 000 candidats. Alors imaginez seulement 15% de ces 100 000 candidats qui payent 1 million pour 1,5 million. C'est de l'argent. Ça fait combien? Mais c'est le salaire, c'est le salaire de vie de certains fonctionnaires. Justement, pour rebondir sur ce que tu as dit tout de suite, Mohamed Ali,
il y a des écoles qui, lorsqu'on donne les résultats, mettent sur le bas de la liste des noms des élèves qui ne sont pas admis. Quitte à tromper les parents, et des qui fois, pensent que l'élève est admis. Au courant, Et après, ce sont les mêmes responsables d'école qui cherchent à avoir des fausses attestations. Il y a une d'ailleurs, monsieur les parents sont dans le fond total. Il y a un thème qu'on va aborder bientôt. Il y a des écoles qui ne sont pas agréées et qui présentent des candidats au nom d'autres écoles parce qu'ils organisent un gros système de fraude. On va en parler. Il y a un dossier qui est en préparation. On a cité beaucoup d'écoles dans ce sens. Oumar Kamara, Ousmane Kamara de la cimenterie, je pense. Ousmane Kamara. Je pense qu'il y a des milliers de candidats qui ne sont jamais dans cette école. Comment ça fonctionne? On ne le sait pas. Il va falloir qu'on explique. Bon, on n'accuse pas. On dit qu'ils sont souvent cités. Ils sont cités dans ce genre de magouilles. Il faut les appeler pour savoir. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce rejet-là, pour le moment, c'est un rejet qui est provisoire. Ça ne reste pour le moment que... parce que on a les listes que nous avons reçues, ces listes-là, on doit apporter des corrections sur ces listes. En tout cas, le ministre Bano, il a promis cette année, s'il a... Oui, mais moi c'est-à-dire ce que je ne conçois pas, ce que je ne conçois pas cette année avec monsieur le ministre, c'est qu'il s'est beaucoup précipité à aller faire cette déclaration au niveau du Conseil des ministres. Il fallait qu'il attende à un moment donné. Ça, c'est pas votre boulot, non, mais écoutez, ça, c'est son boulot. Non, si vous donnez des chiffres, et que vous revenez quelques jours après devant tes pairs, et que vous revenez différent, mais imaginez ce que ça fait. C'est comment il a dit. C'est un peu. C'est-à-dire parce qu'il faut. Je ne regarde pas, on s'en complètement qu'il donne des chiffres ou pas. Ça, c'est à lui de rendre des comptes au président de la République. Nous, on va aller à la transition et on revient juste derrière. Être et savoir. C'est la deuxième partie de l'émission 15h passées de 31 minutes. Je rappelle que vous êtes sur la Radio Espace, mais cette émission, vous pouvez la suivre sur Espace TV durant le week-end. Deuxième sujet à présent, c'est le président de la République qui a prononcé le mot les états généraux des différents secteurs, notamment l'éducation. Il n'en fallait pas plus pour que des syndicalistes, le ministère et des parents d'élèves dans les bars cafés qu'on parle des états généraux de l'éducation, monsieur Valli. Effectivement, les états généraux, c'est le leitmotiv aujourd'hui dans tout le secteur éducatif. La dernière fois, lorsque j'ai fait une publication sur les états généraux, la première question qu'on m'a posée, on m'a dit les états généraux pour quel résultat? Parce qu'en réalité, plus personne ne croit aux états généraux en Guinée. Surtout, pour commencer, d'ailleurs, on va peut-être pour certains auditeurs ou certains spectateurs expliquer la notion d'état généraux. Un état général ou des états généraux. Un état général ou des états généraux suppose un diagnostic général. C'est-à-dire, on fait un peu un parallélisme avec le monde médical. Quand on dit que quelqu'un est malade, il faut diagnostiquer le mal dont il souffre. Le président de la République a lui-même dit, il est le premier responsable de la République, il a dit que l'école guinéenne est malade. Il va de soi que l'école guinéenne subisse un diagnostic général afin d'identifier ce qui ne va pas pour apporter les bonnes solutions. D'où l'expression états généraux. Mais est-ce que les états généraux cette fois-ci apporteront les résultats attendus? C'est là la grande question. Mais d'ailleurs, pourquoi faire des états généraux? C'est ça pour ceux qui connaissent l'historique du système éducatif guinéen, il en va de soi qu'ils savent que, par exemple, dans la Première République, il y a eu d'abord des réformes en 59, en 61, et après en 68. Voilà. Après, il y a eu la Deuxième République sous général Lansana Conté. Il y a eu aussi des réformes qui ont été faites qu'on a appelées les états généraux. Après, en 90, il y a eu la conférence des ministres de l'éducation nationale, la conférence. Et les états généraux aussi du côté de Djiboutiens, je crois, ou Djibouti, quelque chose comme ça. Et après cette année encore, on va nous parler d'états généraux. Ça, on oublie 2010 aussi, qui n'avait pas abouti. Maintenant, avec toutes ces réformes-là, en fait, qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce que nous savons pertinemment... C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. On sait pertinemment, Mohamed Ali, je vais te dire qu'on sait pertinemment de quoi souffre le système éducatif guinéen. Le PRODEG, on va en parler. C'est un projet qui avait pour objectif trouver les problèmes du système éducatif guinéen, proposer des solutions, n'est-ce pas? Maintenant, si ce projet-là, parce que le document, je l'ai lu, il est disponible, au lieu de parler d'états généraux, mais étudiez ce rapport et puis voyez ce qui ne va pas, parce que quand même, les acteurs de l'éducation, ils savent réellement ce qui
qui se passe. Voyez les propositions de solutions et appliquez-les. L'année dernière, il y a un document qui a été présenté dans ce sens. Oui, justement. Le gouvernement a réussi à obtenir de l'Agence française de développement effectivement, 38 millions d'euros pour financer sur 5 ans le secteur de l'éducation. Ils ont proposé le programme PRODEX, le programme décennal de l'éducation de 2020 à 2029. On a décrit tout ce qu'il y a comme problème dedans. On a proposé des solutions. Et rien que la semaine dernière, le ministre avec son cabinet, ils étaient en train de valider la politique préscolaire. Effectivement. Attendez. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Moi, j'ai comme l'impression le plan décennal de l'éducation, vous voyez qu'il y a beaucoup de contradictions même entre ce plan décennal de l'éducation, les propos du ministre, les propos du chef de l'État. Je me demande justement, parce que ce programme décennal là, il faut reconnaître que ce programme décennal là, quand même, il a commencé. Monsieur le ministre était à la présidence, il était conseiller en ce moment au niveau de l'éducation auprès de la présidence. Donc il est conscient de l'existence de ce document. Le président de la République lui-même qui a instruit qu'on fasse les états généraux, je crois que c'est lui-même qui avait demandé à ce qu'on fasse ce projet-là, ou bien ce PRODEX. Donc lui aussi, il est conscient de cela. Pourquoi est-ce qu'on nous parle d'états généraux aujourd'hui, sachant pertinemment qu'on a un document déjà... C'est parce que le président de la République a parlé des états généraux. Oui, mais on a un document déjà qui tout le monde est informé. Madame Kadiatou, mais le drame, il est où? Le président, il a des conseillers. Et monsieur le ministre aujourd'hui, qui était l'un des conseillers à l'éducation, monsieur Bano était suffisamment bien placé pour rappeler dès sa venue au ministère qu'il y a un plan décennal qui était là. Ce n'est pas que le président de la République ait parlé des états généraux. Qu'il faille le faire. Lui, il a parlé des états. Parce que j'ai l'impression que la personne la plus mal informée sur l'éducation en Guinée, c'est bien le président de la République. À chaque discours, tu te rends compte qu'il ne sait pas réellement de quoi. Au fait, ce sont des discours, ce sont des phrases d'ordre général que le président prononce. L'éducation guinéenne est malade, l'étudiant guinéen est mal formé. C'est simplement ces phrases-là que le président de la République prononce. Mais au fond, il ne le sait pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas au courant qu'il y a un programme déjà comme ça qui existe. Oui, mais le ministre il a été enseignant, il a été technicien et il a été conseiller de l'éducation à la présidence. Donc il est conscient de ce qui se passe. Madame Kadiatou, qu'est-ce que je n'ai pas dit sur professeur Bano ici quand il est arrivé? J'ai dit qu'il a le meilleur pédigré en tant que ministre de l'Éducation en République de Guinée. Pour nous sortir de ce merdier-là. En pédagogie. Donc pour moi, la solution est toute trouvée. Le sauveur est enfin arrivé. Mais ce que les gens oublient, c'est que le président n'est informé qu'à la dernière minute. Et il y a carrément un mur que les gens placent entre le président et la population. Ils le mettent dans le brouillard. On lui dit la vérité. Et quand il se rend compte de la vérité, il parle d'état généraux. Mais pourquoi les gens ont peur lorsqu'on parle d'état généraux? Excusez-moi. Non, mais attends, ce sont les gens qui sont censés l'informer. Mais écoutez, à un moment donné, à un moment donné, quand il s'agissait de gréver ici, on a réuni des élèves par-ci par-là, on a filmé par-ci par-là, on est remonté dire au président qu'il y a cours. Mais après, il s'est rendu compte que la grève était effective. Oui. Donc c'est ce que je dis. Je dis, il y a une barrière. Il y a des gens qui ont érigé des barrières autour du président par rapport à l'éducation. Qui comment les hauts cadres. Je ne peux pas croire à ça. Écoutez, quand le président parle d'état généraux, Monsieur Bano était le conseiller du président de la République. Le premier jour où je suis venu ici, lorsqu'on a parlé de monsieur Bano, j'ai dit que le professeur Bano, si on lui laisse les mains libres, il peut travailler. S'il a la volonté de travailler, il va travailler. Mais s'il essaie de rentrer dans le même groupe et d'embraser ce que tout le monde faisait, d'être un ministre comme les autres ministres, mais ça va barder. Voilà, monsieur, moi c'est que il faut reconnaître quelque chose. Si ce n'est pas pour faire sortir de l'argent, vraiment ces états généraux n'ont pas d'ailleurs, le diagnostic est connu. Il est connu, c'est connu par tout le monde. Les acteurs, moi, et même les solutions sont connues. Moi je dis une chose, c'est vrai, pour ne pas que ces états généraux qui sont annoncés là, quelqu'un m'a dit énième état généraux. Oui, énième état généraux. Là, il a parfaitement raison. Pour ne pas que ces états généraux soient de la mamaya, je dis bien de la mamaya, il faudrait que ces états généraux, si ils avaient lieu. Il ne devrait pas y avoir d'état généraux, M. Valli. Non, mais monsieur, si on organise les états généraux de l'éducation, monsieur Mohamed Ali, partons du principe qu'au moment où vous mettiez
les premiers schémas en place ou les premiers programmes en place, partons du principe qu'il y a eu des changements. Parce qu'aujourd'hui... Monsieur Valli, non, mais monsieur, il y a un document qu'on appelle le PRODEC. Le PRODEC, c'est un document qui a été adopté l'année dernière. Monsieur Valli, j'en viens. Mais vous n'êtes pas sur la bonne voie, monsieur Valli. Non, mais lorsque les états généraux ont été annoncés, j'ai entendu des acteurs de l'éducation. Quelle est la première chose que ces acteurs ont dit? On a dit, mais ne nous réchauffez pas. Les anciens rapports sont là. Je peux, voilà. Monsieur Alpha. Allez-y. Ne nous réchauffez pas des anciens rapports pour en faire de nouveaux rapports. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ils ont voulu parler du caractère actuel des problèmes guinéens. Peut-être ils ont supposé, ce sont des acteurs aussi de l'éducation comme nous autres, ils ont supposé que les problèmes qui ont été évoqués dans le rapport du PRODEC dont vous parliez, ils ont supposé que ces problèmes ne touchaient pas peut-être certains aspects qu'ils auraient voulu voir. Donc, pour moi, si... Et c'est à cause de ça qu'on va faire les états généraux. Ça, c'est des états particuliers. Je peux parler, monsieur Mohamed Ali. Si états généraux, il faudrait respecter un certain nombre de critères. Inclusivité, objectivité, actualité. Si on ne peut pas respecter ce triptyque, ce n'est pas la peine de faire. Ça, c'est la propagande. Sur ce point, je pense bien qu'il faut voir l'angle dans lequel Valli est en train de donner. Il y a des éléments sur lesquels il faut s'appesantir. Je suis d'accord sur un certain nombre de points. Je ne serai pas d'accord sur d'autres points. C'est-à-dire, le terme état généraux, je mets ça anti-guillemets, qu'on nous enlève l'affaire d'état généraux, qu'on nous parle de l'état partiel, parce que le diagnostic est déjà fait. On connaît déjà les grands problèmes de l'éducation en Guinée. Je peux comprendre. Il y a de ces éléments. Non, c'est pour faire sortir de l'argent. Ça, c'est deuxièmement, je pense bien qu'il y a de ces éléments. Je pense que la digitalisation du système éducatif guinéen, c'est une priorité du président de la République. Il en a parlé depuis des temps. Et aujourd'hui, c'est le manquement réel de notre système. Mais je pense bien que tous les autres éléments là, on le revoit dans le programme décennal de l'éducation. Tout est ébauché dedans, tout est énuméré. Le document qu'on a lu, donc, le document que nous avons lu, dans le programme décennal de l'éducation, tout est énuméré. Et je dois comprendre que pour ce Bano, je ne sais pas il est dans quelle situation, mais qu'il nous dise que est-ce qu'on parlera des états généraux de l'éducation, mais plutôt qu'on nous parle de l'état partiel des états de l'éducation en Guinée. C'est ceux dont on n'a pas parlé, parce que tout est presque dit dans ce document. Tout est presque dit. Et une partie, au moins sur 5 ans, a été financée. Je ne sais pas maintenant. Oui, mais je te dis que c'est pour faire sortir de l'argent. Voilà, si jamais on valide le principe des états généraux, la première, ça va être la liste de ceux qui vont participer à ces états généraux. On met les focus group. Tout le monde va vouloir participer à ça pour le perdre pour il y a des gens qui ne servent aujourd'hui au système éducatif, il y a des gens qui n'en servent rien, ils ne servent rien au système éducatif. Mais ils ont envie d'exister de par ça. On veut du. C'est vous le prof de français. Mais parlons du principe. Répétez votre phrase, monsieur Valli. Parallélisme. Parasitisme. Voilà, systémique. Je disais, partons du principe qu'il y aura des états généraux. Peut-être qu'il y aura. Peut-être s'il y en a. Il ne devrait pas y avoir des états généraux. S'il y en a, monsieur Valli. C'est au ministre. Si on part du principe qu'il y ait états généraux, actuellement là, moi il y a un sérieux problème qui me préoccupe, c'est le système LMD en Guinée. Le système LMD, pourquoi? Parce que le Premier ministre a dit que ce n'est pas sa priorité. Hein? Oui, il a dit ça, mais écoutez, quand même, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a tellement de contradictions dans le discours de ces hommes politiques. Après l'auto-évaluation, effectivement, sur quoi il maîtrise. Comment est-ce qu'on peut parler des états généraux de l'éducation alors que le Premier ministre était en train d'annoncer il y a 2 semaines aux députés que le système, plutôt l'enseignement supérieur, ce n'est pas sa priorité. Pourquoi on va faire des états généraux de l'éducation? Allons parler alors de ce qui est de sa priorité. Prenons le préscolaire par exemple. Il y a combien d'écoles publiques préscolaires, niveau préscolaire en Guinée? Ça, c'est un. Il y a combien de formateurs qui sont formés dans le cadre de la formation préscolaire en Guinée? Venons-en au primaire, comme c'est ça sa priorité en fait. Ces ENI là, ces maîtres formateurs qui sont
Les élèves maîtres. 6 mois que les élèves maîtres n'ont pas eu leur prime maîtres qui sont dans les ENI. Ne confond pas les sujets. Je ne sais pas si tu es élève maître ou pas, mais on a parlé de ça la semaine dernière. Il est engagé quelque part. Qui sont dans les ENI. S'il vous plaît, on peut se comprendre. Ces élèves maîtres qui sont dans les ENI, ils sont recrutés comment? Ils sont formés comment? Quelles sont leurs conditions de vie? Et quelle est ici la condition attractive qui permet à ces élèves maîtres vraiment de donner ce qu'ils ont appris de façon passionnelle, de façon, je sais pas, de façon professionnelle. Qu'ils ne le fassent pas en fait de façon débarras, quoi. Venons-en au secondaire, le collège et le lycée. Les enseignants qui sont dans ces écoles, ils sont recrutés comment au sein du truc, je sais pas, de leur université. Comment est-ce qu'ils sont formés? Quelles sont les conditions qui ont été requises pour que ces gens-là puissent venir dans les salles de classe et donner les cours? Et quelles sont les conditions, en fait, leurs conditions de vie? Qu'est-ce qui a été mis en place pour améliorer leurs conditions de vie? Vu que c'est ce qui l'intéresse. Ces 3 secteurs-là, nous tous, on sait réellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, vu que c'est sa priorité, qu'on nous dise oui, par exemple, aujourd'hui, il y a ça qui est proposé pour l'amélioration de la condition de vie de ces enseignants de tous ces niveaux. Ou bien qu'on nous dise pour le préscolaire. Le problème, c'est qu'on ne maîtrise même pas le nombre d'enseignants. On nous dise, par exemple, pour le préscolaire. Et le ministère est fier de dire qu'on ne maîtrise pas. Oui, qu'on nous dise pour le préscolaire, par exemple, nous allons former 1000 ou bien que nous allons former 2000 personnes. Qu'on nous développe une politique. Voilà, qu'on nous développe une loi d'orientation, par exemple. Tous ces éléments-là sont déjà défini dans le programme décennal de l'éducation. Oui, mais justement, vu que en fait ce programme décennal là, je me dis vu qu'on parle d'état généraux, c'est que ce programme décennal il n'a pas sa raison d'être. Mais alors que c'est un bon document. 6 millions d'euros je te rejoins, ça sent de l'amateurisme. C'est simple. Ou de l'opportunisme économique. Un tel ministre dit tel, l'autre dit tel. L'enseignement supérieur, on nous dit qu'ils ne sont pas intéressés. On a fait l'auto-évaluation de nos systèmes d'enseignement universitaire. Non, pas ça. En 2007, de 2005 en 2007, avant d'instaurer le LMD en Guinée, ils ont fait une auto-évaluation de nos systèmes d'enseignement supérieur. Dr Bano fait partie des acteurs qui ont institué le système LMD en Guinée. Le système LMD en Guinée depuis près de 13 ans. Ou bien, est-ce que les conditions qui étaient requises pour que le système LMD puisse être réellement effectif en Guinée, jusqu'à présent, est-ce que ces conditions sont validées? Le peu qui existe même, c'est dégradé. Ça existe même. Ça n'existe pas. Parce qu'on était au début, on ne peut pas nous mettre dans les conditions du LMD. Vous avez mis le doigt sur les gros problèmes de l'éducation. Oui, mais bien sûr. C'est le mimétisme systématique des méthodes venues d'ailleurs. C'est connu. Dès que ça vient d'ailleurs, c'est bon. Sans mesure d'accompagnement. La première République, ils nous ont donné le système russe avec l'agro-pastoral. Après, il y a eu le temps de compter. Ils nous ont donné le DUG. Après ça, c'est venu le système anglo-saxon, le LMD. Mais finalement, pourquoi ne pas produire un système qui est vraiment affilié et qui est adapté aux réalités de ce pays? On nous parle du LMD. 60% des cours sont donnés par l'étudiant lui-même. Et puis l'étudiant qui est là, qui doit faire ses cours, il n'y a pas les conditions. Il est en train de dormir dans sa maison. Parce que tout simplement, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse faire réellement ce qu'il a à faire. Et après, ce n'est plus le LMD, c'est du laisse-moi dormir. Donc, on se dit la vérité. S'ils ne peuvent pas vraiment faire ça me rappelle la phrase de l'opposant Badiko qui dit que nos universités ne forment que des inadaptés sociaux. C'est la raison. Moi, j'ai lu. Aujourd'hui, il y a des programmes qu'on enseigne dans les universités, mais qui n'ont rien à voir. Qui n'ont pas lieu d'être d'ailleurs. Qui n'ont pas lieu d'être. On se dit la vérité. Monsieur Cheikh était en train de parler la fois dernière. Par exemple, le programme de physique, d'économie et de mathématiques qu'on enseigne depuis le collège et le lycée ne sont plus adaptés. Les gens, ils ont évolué. Certaines quand on attaque l'INRAP ici, vous vous plaignez chaque fois. On vous a dit, tant qu'on ne va pas toucher un certain nombre d'éléments dans ce système, ça ne va pas aller. Oui, mais tout ça est notifié dans le PRODEG. Alors, donc, c'est un solar. J'ai l'impression que M. Bali, il faut le rebrancher. Non, en réalité, M. Bali, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est défini. C'est défini dans le document. Le document a été adopté l'année dernière. Et ça va de 2020 à 2029. Et sur la base de ce document, et j'ai l'impression d'ailleurs que c'est à cause de cet argent-là qu'ils ont élaboré ce document. Ils ont débloqué, ils ont reçu de l'Agence française de développement 38 millions d'euros. J'ai le fichier du document. Ben justement, pour 5 ans,
Mais pourquoi une année après on a envie de parler des États généraux? Quand je vois des acteurs s'agiter, les États généraux on doit les faire. Mais ils s'agitent pour une raison bien fondée. On le sait. J'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas informés. Ils sont informés parce qu'ils savent que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les États généraux vont commencer. Encore. Les États généraux vont commencer. Le premier jour, on va faire un forum. Quand le forum va finir, deuxième jour, on met les focus group et puis c'est fini. Et puis on passe devant les médias, et puis on a travaillé pour le système éducatif, ça marche plus, hein. Franchement, le terme États généraux de l'éducation, n'oubliez pas de prendre M. Alpha Keita comme consultant. Même consultant. Voilà, c'est mieux, mais c'est qu'il y a sur le diagnostic. Non, nous sommes toujours des agents techniques. Nous accompagnons le ministère de l'Éducation nationale dans ce sens. Nous avons toujours apporté les éléments. Mais votre recommandation, c'est qu'il n'y a pas d'État généraux. Toutes les recommandations de l'ISEG, de tous les projets de l'éducation en Guinée, l'ISEG a toujours apporté son grain de sel. Et jusqu'à l'heure où je vous parle comme ça, là, il y a beaucoup d'éléments qui sont cités. Bon, bien que c'est pas tant mieux. Mais c'est qu'il y a sur le net. C'est juste de l'avantage, les gars. Je suis obligé de vous dire merci. Monsieur Cheikh, on n'a plus le temps, c'est fini. C'est fini. Merci, monsieur Wali. Monsieur Alpha, monsieur Cheikh, merci, madame Kadiatou. Et on a l'habitude de dire que parce qu'une école sous-développée est une école, donc confiée à des personnes qui se fichent complètement de l'éducation. Alors travaillons à ce que la nôtre soit pour nous la meilleure école. C'était l'émission Être et Savoir que vous pouvez revoir sur Espace TV durant le week-end. On se retrouve donc demain dans un autre numéro. Au revoir. Être et Savoir.